Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Good! Goal line! Touchdown! 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 371. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. Et cette semaine, je suis accompagné de Raphaël Masméjean. Salut Raph. Salut Raoul, salut à tous. Raphaël, on reprend le format habituel du jeudi, le débat, l'affiche de la semaine, les pronos et les questions des auditeurs qu'on a eu le droit d'avoir sur le site cette semaine. Grosse promotion pour le podcast du jeudi, qui devient officiellement un podcast reconnu sur ce site. Et j'embrasse évidemment Alain Mattei qui est à la technique et qui nous supervise. Bonjour. Salut. On va débattre de qui peut inquiéter, titiller, on va dire, les Chiefs en AFC. Il y a quelques équipes. Et pour l'affiche du jour, on part sur un duel d'oiseaux entre les Seahawks et les Cardinals dans la NFC West. Les débats, les questions et les pronos, on l'a dit. Raphaël, est-ce que tu es prêt ? Au taquet. Alors, c'est parti. Mais ce n'est pas la panacée, la panacée, la panacée, la panacée, mais ce n'est pas la panacée. Quel merveilleux générique. Fantastique. Je l'ai marqué en plus, je l'ai dans mes notes plus tard dans l'émission, alors pas de spoiler. On l'a dit, débat du jour qui pour chatouiller, perturber peut-être les Chiefs, évidemment pas les inquiéter parce qu'ils ont l'air très forts, mais aujourd'hui, Raphaël, en AFC, il va quand même falloir leur trouver un adversaire, ne serait-ce que pour une finale de conférence éventuelle. Il y a 3 équipes qui ont l'air de se détacher. Les Steelers, les Ravens et les Titans. Déjà, première question, est-ce qu'on inclut les Bills ou pas ? Ouais, je pense qu'on peut quand même inclure les Bills dans le chapeau parce que on a une équipe qui depuis 3 saisons maintenant progresse d'année en année. Donc, leur marge de progression laisse à penser qu'ils peuvent postuler pour une place en finale AFC cette saison. Oui, ils viennent de perdre un match contre les Chiefs, mais c'était sous un temps assez compliqué. Puis ils tombent face aux champions, mais tu vois, le score est pas largement en leur défaveur. Enfin, ils prennent pas une grosse claque non plus. Bien sûr, tout ça sera à mesurer sur la progression de Josh Allen en janvier, sa capacité à porter cette équipe en play-off et peut-être un ou deux retours en défense côté blessure, mais moi, j'ai envie de dire que sur le papier, les Bills peuvent se rapprocher des Titans et tout ça. Alors, ça m'embête bien parce que du coup, j'ai pris des stats que des Steelers, des Ravens et des Titans. Mais c'est pas grave, on va rajouter les Bills dans le lot. Pour ce petit débat, j'ai voulu orienter un peu le truc en demandant, en fait, qu'est-ce que ces équipes font de mieux que Kansas City aujourd'hui en termes de stats, en termes d'impact et tout. Donc j'ai trouvé quelques éléments. Après, ça ne veut pas dire que sur le global, ces équipes sont meilleures là. Au global, les Chiefs sont les meilleurs. Mais voilà, il y a des petits trucs sur lesquels il y a des équipes qui sont meilleures. Le premier truc, moi, que j'ai trouvé, déjà, c'est côté défensif, avec notamment le pass rush. Les Steelers et les Ravens, c'est respectivement 24 et 22 sacs cette saison. Les Chiefs, il n'y en a que 13. Déjà, peut-être là-dessus, la capacité des Chiefs à embêter les quarterbacks adverses, c'est peut-être ça qui peut les embêter en fin de saison. Oui. Sur ce secteur-là de jeu, effectivement, ils sont moins forts que deux des autres prétendants, on va dire, en AFC que tu as nommé, qui sont les Steelers et les Ravens, qui d'ailleurs, enfin, les Steelers notamment, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire au niveau du pass rush et de la capacité à mettre la pression sur le quarterback adverse, c'est peut-être pas historique, mais j'ai des stats très très fortes. Ouais, c'est d'un très très haut niveau. Ils sont quasiment dans toutes les stats avancées en termes de pass rush. Ils sont quasiment premier ou deuxième, voire au pire troisième. Enfin, bon, ça vient de tous les côtés. Donc ça, c'est sûr, ils ont moins de capacité à mettre le quarterback adverse en difficulté que ces 2 équipes-là. Et c'est ce qui pourrait eux aussi leur poser problème en attaque, parce que Mahomes, face à une équipe des Steelers capable de mettre la pression avec seulement 2 ou 3 joueurs,
On a vu que ces derniers temps, ce qui embêtait le plus Mahomes, c'est quand tu avais une équipe capable de lui mettre la pression avec seulement 2-3 joueurs qui, du coup, laissaient 7 ou 8 défenseurs pour couvrir toutes les cibles de Kansas City. On a vu que ça les embêtait bien. Donc, actuellement, en tout cas, les Steelers ont l'air de pouvoir faire ça en défense. Donc, je te rejoins sur le côté pass rush qui pourrait être déterminant en phase finale. Ouais. Ensuite, il y a côté attaque, on va dire la moins bonne force des Chiefs. C'est bizarrement dit, mais vous allez comprendre. Disons leur point faible en attaque, même s'ils restent forts là-dessus, c'est le jeu au sol. Disons que c'est pas leur grande force. On va y arriver. Les Ravens gagnent plus de yards qu'eux. Alors maintenant, ils ont un match de plus, donc ça peut peut-être un peu fausser les stats. Les Titans ont quand même Derrick Henry. Les Bills aussi, Josh Allen est capable de courir. Patrick Mahomes est capable, mais il le fait moins que le fait un Lamar Jackson ou un Josh Allen. Peut-être là-dessus aussi, sur la capacité à garder le ballon. Je ne dis pas que les Chiefs sont pas bons, mais ces équipes-là ont peut-être plus d'arguments. Ouais, elles sont un peu plus. En tout cas, comme tu l'as dit, Ravens et Titans sont a priori plus fortes au sol. Même si sur les Titans, j'attends quand même de voir l'impact que va avoir la blessure d'un Taylor Lewan, leur tacle gauche sur la ligne offensive, qui était un des tout meilleurs de la ligue pour créer des brèches. Donc cette absence, est-ce que ça va pas un peu embêter le jeu au sol quand même des Titans à un moment? Bon, côté Ravens, on l'a vu, hein, même si ça court un peu moins bien que l'an dernier, ça continue à courir très très bien. Ça peut les aider à tenir un peu plus le ballon face aux Chiefs. Après, j'ai envie de dire que c'est bien, mais c'est pas suffisant pour battre Kansas City parce qu'on l'a vu, Kansas City a une attaque tellement explosive qu'en fait, et on l'a vu au Super Bowl où il a suffi d'un carton à Patrick Mahomes pour remonter plus de 20 points. Donc, tenir le ballon, c'est bien, mais ça sera pas suffisant à mon sens pour battre une équipe qui est capable en 1 minute de remonter le terrain. De toute façon. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'essaye, hein, mais à chaque fois, malheureusement, les Chiefs sortent gagnants. Je sais pas s'ils sortent gagnants de tout, mais en tout cas peut-être sur les comment dire. Je trouve que c'est là dans les prétendants AFC que tu as dit, en dehors des Titans, ils ont une défense qui me semble moins bonne que celle des Steelers et des Ravens. Oui, j'allais te parler de la défense des Steelers. De toute façon, les Ravens aussi ont très bonne défense, mais les Steelers jouent aujourd'hui, au-delà du pass rush, c'est une défense qui est peut-être la meilleure de la ligue. C'est la deuxième en termes de yards encaissés, par exemple. Ça doit être celle qui prend le moins de points aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et là-dessus, pour l'instant, les Chiefs sont pas vraiment rassurés depuis le début de saison. Non, ils ont ils viennent de sortir un beau match quand même en défense face à Buffalo. Reste à savoir un peu comment le temps a pu jouer un peu là-dessus. Disons que après on connaît le système défensif des Chiefs dans le sens où c'est une équipe qui prend beaucoup de yards, qui laisse beaucoup de jeu à l'adversaire. Eux, leur stratégie, c'était le cas l'an dernier, c'est de faire les grosses actions qui vont faire des turnovers, le sack fumble de Chris Jones, l'interception de Tyrann Mathieu. Ils vivent par leur capacité à céder, mais à ne pas rompre, comme on dit. Enfin, c'est vraiment leur truc. Donc, là-dessus, moi, après, en vrai, je vois pas tellement de raisons pourquoi Enfin, je pense qu'ils vont rester dans cette figure-là, dans cette optique-là. Ça va être une défense qui va prendre des yards, qui va encaisser des points, mais qui va vivre sur le turnover. Et c'est un pari risqué, hein, mais en tout cas, pour le moment, ils s'en sortent avec. Dernier petit motif d'espoir pour les autres. Les Titans mettent presque autant de touchdowns et ils gagnent plus de yards par match. Pittsburgh et Baltimore, ils mettent plus de points par match. Donc, c'est des équipes qui ont quand même la capacité d'aller scorer et éventuellement de suivre Patrick Mahomes. Pas forcément sur la longueur, puisqu'on l'a dit, Mahomes, il a besoin que de 10 minutes. Hein. Mais si tu tiens le rythme jusqu'au bout et que tu continues de marquer tout au long du match, au bout d'un moment, les Chiefs, même s'ils prennent un départ compliqué, tu peux pas rattraper une équipe qui continue de marquer, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est peut-être la différence, j'ai envie de dire, avec l'an dernier et les équipes qu'ils ont affrontées. C'est que l'an dernier, par exemple, les Chiefs ont quand même affronté une attaque des Titans qui allait mieux en fin de saison, mais qui était encore limitée, on va dire, qui semblait avoir une sorte de plafond de verre à une vingtaine de points, 25. Là, on voit que l'attaque des Titans est beaucoup mieux organisée, qu'elle peut dépasser plusieurs fois. Elle l'a déjà fait cette saison, plusieurs fois les 30 points. Les Steelers, on le voit aussi, l'an dernier, ils sont pas allés en playoff parce qu'il y a eu la blessure de Big Ben, tout ça. Mais on voit qu'avec Big Ben, Claypool, leur Juju Smith-Schuster, tous leurs receveurs, ils sont capables aussi de dépasser les 30 points. Donc, comme tu dis, c'est peut-être un des axes pour pousser les Chiefs en phase finale dans leur dernier retranchement.
c'est cette capacité de ces équipes AFC en tout cas à suivre les Chiefs pendant un long moment au niveau des points. Et effectivement, je suis pas sûr que c'était. Enfin, faut se rappeler quand même que l'an dernier, de mémoire en playoff, ils sont menés contre Houston, ils reviennent dans les derniers quart-temps. Ils sont menés aussi contre les Titans, puis ils reviennent. Ils sont menés enfin. Voilà, à chaque fois l'an dernier, ils ont réussi à passer au moins la 10 seconde. points à chaque fois sur les 4 matchs. Ils ont réussi à chaque fois à passer la seconde pour revenir. Mais parce qu'en face, tu avais des attaques qui paraissaient un peu moins bonnes, un peu plus limitées. Là, cette année, comme tu dis, je ne suis pas sûr que, vu comment les Titans s'attaquent ou les Steelers ou les Ravens s'attaquent cette saison, je ne suis pas sûr que s'ils prennent 15-20 points d'avance, je ne suis pas sûr que cette année, les Chiefs seront en mesure de les rattraper. Donc, peut-être que finalement, le combat, ça peut paraître étonnant, mais peut-être que le combat face aux Chiefs se gagnera plus en attaque finalement et ta capacité à marquer des points que la défense. Et pour finir sur ce débat, il suffit de prendre l'exemple des Raiders cette saison qu'ils ont battu en semaine 5. Ils mettent 21 points dans le deuxième quart-temps, ils mettent 16 points dans le dernier quart-temps, ils finissent à 40 face à 32 pour les Chiefs. Finalement, la recette, elle est là, je pense, et c'est ce que tu dis, et on va pouvoir conclure là-dessus, c'est qu'en fait, face aux Chiefs, tu es obligé de faire un match complet. Tu peux pas te permettre de faire une mi-temps et pas l'autre ou l'inverse. C'est ça, parce que pour finir, tu as raison, et je pense que ça conclut aussi ce que je disais, c'est que ça paraît presque illusoire de maintenir les Chiefs sous 16, 17 points en fait. Donc de toute manière, il va falloir que tu mettes des points. Donc tu as besoin d'une attaque forte pour aller les enquiquiner, quoi. Voilà, écoutez les Bills, les Ravens, les Steelers et les Titans puisqu'ils nous écoutent. Vous avez maintenant la solution, vous aviez besoin de nous pour y penser, évidemment. On passe maintenant à l'affiche de la semaine 5 après le jingle. Top flight on 3, 1, 2, 3, top flight. Alors, c'est confusant, mais on va y arriver. Je me suis surpris parce que j'ai dit semaine 5, c'est pas du tout la semaine 5, c'est parce que c'est le 5 victoires des Seahawks qui m'a perturbé. Donc, Seahawks, 5 victoires, 0 défaites. Cardinals, 4 victoires, 2 défaites. Seattle qui sort d'une bye week. Arizona qui a étrillé Dallas, sans évidemment son quarterback titulaire. Récemment, Seattle a plutôt la main sur les rencontres, même si, Raphaël, attention, Arizona a gagné leur dernière rencontre. Je n'ai plus le score sous les yeux, mais je sais que c'est le cas. J'aimerais qu'on parle, et je suis content qu'on ait choisi cette affiche parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. J'aimerais qu'on parle quand même de Russell Wilson. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup parlé le jeudi. Vous en avez parlé. Ah oui, c'est possible, oui, c'est vrai. Voilà. Mais moi, du coup, je suis un peu frustré. Donc, j'aimerais bien parler de Russell Wilson. Pour resituer, aujourd'hui, il en est à 123 sur 169 à la passe, 1502 yards, 19 touchdowns. Il mène la ligue. 3 interceptions et 129,8 d'évaluation. Il mène évidemment la ligue. Pour te donner un petit repère, on va pouvoir commencer là-dessus. La meilleure évaluation en carrière, enfin en saison de toute l'histoire de la NFL, c'était Aaron Rodgers en 2011 et il était à 122,5. Là, Wilson est au-dessus en 5 matchs, il en reste 11, d'accord, mais c'est quand même pour moi un départ peut-être dont j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez et qui, aujourd'hui, pour moi, en fait un titre plus que favori du MVP. Ah oui, il est largement. En tout cas, si les Seahawks maintiennent ce rythme, et lui notamment, il est largement favori au titre de MVP, comme tu dis. C'est ce qu'il fait, c'est assez stratosphérique. Avec, il l'a déjà fait en plus. Du coup, il y a 2 semaines, ce comeback dans le 4e quart-temps face aux Vikings, où sur un dernier drive, il fait quasiment 97 yards. Tu as même les images qui sont ressorties après coup où il dit à ses partenaires de ligne offensive, vous inquiétez pas, on va le faire tranquille. Et puis il enchaîne et là tu fais OK, ça marche. Non, il marche sur l'eau actuellement et forcément quand d'ailleurs les Seahawks sont même l'équipe qui ont marqué le plus de touchdowns cette saison alors qu'ils ont un match de moins que la plupart des équipes de la ligue. Donc c'est une attaque, c'est devenu une équipe d'attaque, c'est une attaque qui carbure grâce à Russell Wilson et forcément tant que lui est à ce niveau-là, Seattle perd pas perdant de beaucoup de matchs et doit forcément être regardé comme un favori pour pas mal de rencontres parce que il paraît difficilement arrêtable actuellement. Alors, il y a quand même, tu l'as dit, c'est devenu une équipe d'attaque Seattle parce qu'il y a quand même un problème en défense. Ils prennent 27 points par match, c'est beaucoup, même s'ils en marquent beaucoup, c'est quand même trop. Ils prennent 471 yards par match, là pareil, c'est énorme. Ouais. Et en face, tu as DeAndre Hopkins qui est en train de prouver que c'est le meilleur receveur de cette ligue. En tout cas, il a l'air d'être dans les stats. Et tu as une défense qui va embêter Wilson. Certes, il en a l'habitude, mais quand même, Budda Baker, Hassan Reddick, Jordan Phillips. Donc, ça vient de partout. Tu as tous les postes. C'est la menace fantôme. Ça peut arriver de partout. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas trop ? J'ai l'impression de poser tout le temps les mêmes questions avec Wilson. Mais est-ce que c'est pas trop pour lui, là ? Je crois pas, sincèrement.
La défense des Cardinals est en progression depuis le début de la saison. Maintenant, ils ont quand même aussi perdu Chandler Jones, donc j'attends de voir l'impact sur le long terme de la perte de leur pass rusher 1. Sur un match, là, ils ont réussi un peu à trouver un équilibre des forces et face à une ligne des Cowboys qui est actuellement bien pire que celle des Seahawks, parce que on n'en parle pas beaucoup en fait depuis le début de saison, mais faut reconnaître que la ligne offensive de Seattle a progressé. Elle est plus bonne dernière de la ligue. Elle est dans un peloton de groupe moyen où c'est pas génial, c'est pas la panacée comme tu aimes le dire, mais elle fait le taf correctement. Donc je pense sincèrement que la ligne des Seahawks a de quoi tenir à peu près le défi face aux Cardinals. Et moi, je reste un peu. Bon, je trouve que Patrick Peterson en cornerback a un peu baissé de niveau. Byron Murphy n'est pas encore un cornerback numéro 2 tout à fait établi. Quand je vois le duo Metcalf-Lockett, bon, sincèrement, j'ai plus peur pour les Seahawks en défense qu'en attaque sur ce match. Oui, bah ça, de toute façon, les stats de Kyler Murray, forcément, c'est moins reluisant que Russell Wilson. C'est 135 passes réussies pour 205 tentés, 1487 yards. Donc là, il y a quand même de la distance. 10 touchdowns, 6 interceptions, une évaluation à 91.3. C'est pas honteux, mais c'est pas bon. Voilà, c'est pas un top quarterback aujourd'hui. Et Kyler Murray, j'ai l'impression que, en tout cas, c'était le cas sur le début de saison, quand il force et ça lui arrive. Il va vite à l'erreur. Est-ce que ça peut pas être là l'axe de réflexion que peuvent avoir les Seahawks, de se dire on y va à fond, on joue à fond en attaque, on va le forcer à nous suivre et il va finir par commettre une erreur. Oui, je pense que c'est un peu ça l'idée, effectivement. Surtout que dans ses lectures, parfois, il est encore un peu hésitant. Moi, je trouve qu'il sort souvent de la poche un peu trop rapidement, plutôt que d'essayer de trouver le deuxième, troisième rideau en lecture. La deuxième, troisième option, plutôt, je devrais dire. Bon, voilà, il a encore ses petits défauts. Là, contre les Cowboys, il fait quand même un match très médiocre. Sincèrement, ils sont dedans parce que à chaque fois l'attaque des Cowboys les relance en bonne position sur le terrain, qu'il parvient à trouver 2-3 belles actions, mais globalement c'était pas des super lancers, c'était pas terrible. Donc ça va être je pense que ça va être l'idée des Seahawks de le forcer à l'erreur. Le seul souci là-dedans, c'est que les Seahawks risquent quand même d'avoir du mal à couvrir d'Andrew Hopkins, ce qui devrait quand même offrir pas mal d'opportunités à Kyler Murray pour bombarder vers Hopkins. Et c'est dans un match comme ça où je pense que l'absence d'un Jamal Adams va être vraiment préjudiciable pour Seattle. Cette capacité d'avoir un safety ultra polyvalent et qui, à mon avis, qui aurait été capable d'aller taper Murray quand il sort de la poche un peu trop parce que c'est une défense de Kyler Murray à l'heure actuelle. J'ai beau dire qu'il sort trop de la poche, quand il fait des courses, elles sont souvent fructueuses. C'est souvent des belles courses qui font vraiment avancer l'équipe. Donc, ça aurait été bien du côté de Seattle d'avoir quelqu'un pour bloquer ça. Faut voir si un Bobby Wagner peut pas s'en charger un peu plus. Mais bon, ils vont essayer de forcer à l'erreur, mais je sais pas vraiment, en fait, actuellement, je sais pas si cette défense de Seattle a vraiment les capacités de faire beaucoup d'erreurs à ses adversaires. Il y a ça aussi, tu vois. Ouais, tu parles de Kyler Murray qui a de la réussite au sol, c'est vrai. Il a déjà, je vais le retrouver le nombre de touchdowns, 4 touchdowns déjà au sol, donc c'est plutôt correct. Mais non, il en a même 6 d'ailleurs, d'après ce qu'on me dit là. Ouais, les stats ne sont pas bonnes chez ESPN. Il a 6 touchdowns à la course et 10 à la passe, et je vois que c'est le troisième quarterback de l'histoire à avoir fait au moins 6 touchdowns à la course et 6 touchdowns à la passe en 6 matchs de NFL, en 6 premiers matchs. Voilà. On a plein de stats très détaillées. Tout le monde a un record en NFL, sachez-le. Ben voilà, lui, il est après un match ou 2 matchs, potentiellement tout le monde a un record. Quoi. Et là, bon, voilà, 6 à la course, 6 à la passe en 6 matchs. Bon, bah, c'est régulier et il pèse sur cette défense. Sur les défenses adverses, est-ce qu'il y a la possibilité pour Arizona peut-être de garder le ballon avec Kenyan Drake, qui fait pas un mauvais début de saison, là, qui fait 164 yards la semaine dernière. Ok, mais bon, forcément, c'est face aux Cowboys. Bon. Ouais, je sais pas s'ils ont vraiment. Arizona joue assez vite. Ils ont vraiment un mode de jeu up tempo, comme on dit, à enchaîner les actions sur un même drive. C'est pas trop la mentalité de l'équipe de faire plein de courses un peu longues, baisser le chrono jusqu'à 2 secondes. Enfin. Donc, je suis pas bien certain qu'ils aillent là-dessus et Kenyan Drake, moi, je le trouve depuis le début de saison un peu quand même mi-figue, mi-raisin. Donc, je sais pas sur lequel on va tomber, sincèrement.
Ah, non, mais à la limite, je vois presque plus les Seahawks être capables de tenir le ballon avec Chris Carson en coureur qu'Arizona. Mais... Bon, bah donc plutôt de bonnes nouvelles du côté de Seattle et un peu plus difficile pour Arizona. De toute façon, Seattle est favori de ce match et c'est l'heure de soumis. Moi, je vais prendre les Seahawks. Ah bah Seattle, pour le moment, je n'ose pas parier contre Russell Wilson. Donc, Non, effectivement, c'est une bonne approche. Voilà pour notre affiche de la semaine et nous, on passe tout de suite à tous les autres pronostics. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. We're going to work on 3. 1, 2, 3, work. Quelle désillusion pour moi la semaine dernière. Trahi par Philippe Rivers qui me fait ça à moi, qui me bat. Ah, mais ça, Raoul, c'est le karma. Tu l'as jeté dans le débat Rivers et derrière, exactement ce que j'ai marqué. C'est marqué là. Il me punit pour le débat de jeudi dernier. Voilà. Je suis obligé de le reconnaître. Philippe, tu me fais du mal quand même. Oui, parce que voilà, j'avais mis les Bengals qui passent à rien, les Washington Football Team qui passent à rien. Bon, bah écoutez, voilà. Donc Raphaël fait une très bonne semaine à 10. Alain, Greg et Camille se tiennent tous les 3 à 8 et je fais un petit 7. Tout ça ne nous arrange pas. Soit au total, Alain à 64, Greg à 61, Raphaël s'échappe du wagon de fin en passant à 60, Camille prend 58 points et je suis bon dernier à 57. Super. Alors, tous les pronostics de cette semaine. Attention. Déjà, première alerte, changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, tous les matchs de dimanche seront aux horaires modifiés. Pour jeudi, ça ne change pas. Donc, on commence par ça. Giants a une victoire, 5 défaites chez les Eagles, à une victoire, 4 défaites et un nul. Alerte NFCS. Donc, ça, c'est bien jeudi à 2h20 du matin, ou dans la nuit de jeudi à vendredi, si vous n'écoutez pas le podcast vendredi. 7 victoires d'affilée pour les Eagles. Ça va un peu mieux pour eux après le match serré face aux Ravens, Raphaël ? Ouais, non, je crois pas. Hein. Non, moi, je trouve à la sortie du match face aux Ravens, la défaite face aux Ravens, je trouve les gens un peu gentils avec les Eagles parce que j'ai quand même vu une équipe dominée pendant 3 quarts temps et demi et qui avait à peine gagné 10 yards à la mi-temps. Donc ça va mieux ou ça peut aller mieux parce qu'ils sont capables d'aller mieux quand ils le veulent. Ça peut toujours aller mieux, hein. Mais j'ai trouvé ça encore très moyen de leur part. L'avantage là, c'est ils vont affronter une équipe des Giants qui est quand même bien moins complète et effrayante que Baltimore, notamment en attaque, hein, parce que l'attaque des Giants c'est quand même compliqué, pour être gentil. Donc oui, il y a de l'espoir parce qu'ils affrontent les Giants. Ouais. Est-ce que, attention, c'est peut-être l'instant jinx, ce serait pas le match terriblement piège où la D-line des Giants un peu fofolle va blesser Carson Wentz? Ah ouais, tu le vois comme ça pour mettre du piment au match du jeudi. Je sais pas, mais bon, t'as des mecs qui peuvent aller l'embêter, quoi. Kyler Fackrell, Leonard Williams, voilà. Oui, peut-être, je sais pas. Ouais, il m'a l'air de tenir physiquement. Wentz cette saison, il s'est quand même déjà pris pas mal de sacs. Oui, bah oui. Non, mais c'est pour ça, il faudra pas que je ne lui veux pas de mal. De toute façon, je prends les Eagles. Mais attention. De toute façon, c'est un match de NFCS, alors attention. Oui, dimanche, donc, à 18h, attention, branchez bien vos horloges. Steelers, 5 victoires, 0 défaites. Chez les Titans, 5 victoires, 0 défaites. On a pas mal parlé de ces deux équipes-là. Alors là, j'ai trouvé plein de stats incroyables, Raphaël. La première, mais alors, c'est des stats qui sont intéressantes quand même. Depuis 1923, quand 2 équipes invaincues s'affrontent en semaine 7 ou plus, ce qui est le cas, le gagnant allait forcément au Super Bowl. Wow. Et c'est arrivé 6 fois. Alors, est-ce que le gagnant de ce match va au Super Bowl, Raphaël? Ah bah pourquoi pas, il peut y prétendre en tout cas, hein. Si tu bats un des autres outsiders, on va dire, de la AFC, bon, il restera sans doute les Chiefs à passer, mais en tout cas en AFC, si c'est pas les Chiefs, de ce qu'on voit depuis le début de saison, ça pourrait être plutôt une de ces deux équipes-là, voire les Ravens, comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça devrait pas échapper à ce petit groupe de 3-4, donc oui, pourquoi pas, ouais. Je te disais tout à l'heure que j'avais une stat incroyable sur la défense des Steelers. Et alors, il faut que je la retrouve. Ils ont réussi au moins 3 sacs et une interception dans chacun de leurs premiers 5 matchs de la saison. Ah oui, non, mais c'est effrayant ce qu'ils font. Incroyable. Et en fait, de plus en plus, tu vois, en posant la question de tout à l'heure de est-ce qu'il y en a un des deux qui va au Super Bowl, je me suis un peu demandé et je me suis dit, mais en fait, cette équipe des Steelers,
très honnêtement, je la vois comme un vrai épouvantail en AFC, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire, parce qu'on avait peut-être un peu sous-estimé le retour de Big Ben. Et je me dis, bah ouais, ça peut vraiment être l'équipe qui va embêter les Chiefs. J'imagine qu'ils se jouent cette saison, j'ai un doute, il faut que je revérifie. Mais voilà, il va y avoir un truc avec eux, et l'équipe de Pittsburgh, bah moi, elle commence vraiment à m'impressionner. Elle peut faire office de épouvantail en AFC, et ils ne se jouent pas en saison régulière, je viens de vérifier. Ah bah non, parce qu'ils avaient fini deuxième de leur division, les Steelers. Non, mais ça va. En tout cas, cette défense, comme tu le rappelais avec cette stat, est assez monstrueuse depuis le début de saison. Là, ils ont perdu Devin Bush, mais j'ai envie de dire que ça se contrebalance avec les Titans de leur côté qui perdent leur tackle gauche, Lewan. Donc voilà, il y a une grosse perte de chaque côté, on va dire, pour ce match. La clé pour Pittsburgh, ça va être de bien défendre, d'essayer du mieux possible de défendre sur les play action des Titans qui sont très très bons à ce niveau-là, et c'est grâce à ces play action qu'ils avancent beaucoup, parce que tu as la menace d'Eric Henry que tu es obligé de surveiller, donc tu te fais avoir sur ces feintes de remise de course. Voilà, si les Steelers arrivent à bien défendre ça, à mettre en difficulté l'attaque de Tennessee, vu ce que la défense de Tennessee nous a montré face aux Texans, je pense qu'en tout cas Ben Roethlisberger et ses receveurs ont de la place pour faire des dégâts. Ouais, je pense aussi. Donc, je vais prendre les Steelers. C'est la deuxième meilleure attaque, les Titans, contre la deuxième meilleure défense de la NFL. Pour une fois en saison régulière, je pense que c'est la défense qui fait gagner le match. Eh ben oui, non, je te suis. Je vais aussi avec les Steelers sur ce coup. Cowboys, 2 victoires, 4 défaites chez la football team à 1 victoire et 5 défaites. Alerte NFC Est. Attention, on est gâté cette semaine, on en a 2. On a vu que les Cowboys avec Dalton, ce n'est pas la panacée. Bisous au menu. Mais quand même, mais même sans ça, on a du mal à les imaginer battus par Washington. À moins que, Raphaël. À moins que, parce que tu as un front seven solide du côté de Washington qui va pouvoir mettre la pression sur Andy Dalton face à et donc profiter d'un match-up favorable face à la ligne offensive des Cowboys. Donc on l'a vu, Dalton n'a pas, dans ce match-là, contre les Cardinals, ça a vraiment été en difficulté pour trouver du rythme avec ses receveurs. Si Ezekiel Elliott a encore un peu les mains glissantes, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un match avec un score très très bas des deux côtés, parce que après c'est le problème de Washington, c'est que l'attaque de Washington n'avance pas vraiment. En dehors de Terry McLaurin, il y a le receveur, il n'y a pas grand monde pour faire avancer le ballon. Donc ça va être compliqué, mais c'est un match à potentiel cagade des deux côtés. Je vais y aller avec les Cowboys, parce que j'ai encore un peu de mal à voir Washington gagner, mais sincèrement, je ne serais pas très grande surprise si Washington allait gagner celui-là sur un score de 12-9 ou un truc comme ça. J'allais dire exactement ça, un 12-9 ou un 12-7. C'est ce que je vais dire aussi pour les Cowboys. Je rappelle que la football team s'est séparée d'Adrian Peterson qui a 4,1 yards en moyenne par portée du côté des Lions. Match suivant, les Bills à 4 victoires et 1 défaite chez les Jets à 0 victoires et 6 défaites. Bon, ça suffit. Arrêtez de mentir aux gens. Tell the truth, dirait Will Smith. Adam Gase, ça suffit. Ça suffit. Je ne sais plus quoi dire, Raphaël. Je suis perdu. Ah bah, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est ce qu'on s'est dit de toute façon mardi, qu'il fallait arrêter de parler trop longuement des Jets, parce que là, on n'a plus vraiment de commentaires à faire. Donc du coup, je ne vais pas perdre de temps et aller sur Buffalo sur ce match. Pareillement, et espérons que ce sera peut-être la dernière fois qu'on nous prend pour des pigeons. Panthers, 3 victoires, 3 défaites chez les Saints à 3 victoires et 2 défaites. Alors, je ne souhaite que du mal aux Panthers qui font passer les Bears pour une bonne équipe. Disons-le. Les Saints et Camara devraient leur réapprendre les bonnes manières. Et si en plus Emmanuel Sanders se met à devenir fort avec les Saints, il y a quand même beaucoup d'arguments en faveur de New Orleans. Oui, New Orleans sur le papier. Alors, même si le début de saison ne le montre pas vraiment en termes de bilan, mais sur le papier, New Orleans, c'est quand même plus fort, plus costaud que les Panthers. Comme tu dis, le trio Brees, Camara, Sanders et potentiellement quand même le retour de Michael Thomas devrait permettre de déborder la défense des Panthers. S'il est sage. S'il est sage, surtout qu'il y a encore des rumeurs qui circulent à gauche à droite comme quoi il ne serait pas très heureux, mais enfin bon, ça on verra, on laisse ça aux rumeurs. Mais et le côté Carolina, on a vu déjà un petit peu de faiblesse la semaine dernière contre les Bears en attaque. En tout cas, je pense que Matt Rhule leur coach va pas pouvoir être aussi timoré, timide face aux Saints s'il veut faire quelque chose. Ils vont devoir tenter plus. C'est pas Antolilin en face. Ouais. Est-ce qu'ils en sont capables? Je ne sais pas, mais je vais aller sur les Saints quand même, qui me semblent plus complets.
Ouais, pareil pour moi. Packers à 4 victoires et 1 défaite chez les Texans à 1 victoire et 5 défaites. Alors, c'est seulement le 4e match entre ces deux franchises. En même temps, les Texans ne sont pas très vieux. Il y a 3-1 en faveur de Green Bay. Mais alors, le plus drôle, c'est que Romeo Crennel, qui est maintenant le coach des Texans, il a 2 victoires et 0 défaite face aux Packers en tant que head coach. Une fois avec les Chiefs en 2011 et une fois avec les Browns en 2005. Année de la draft de Rodgers, souvenez-vous. Que souhaiter aux Texans et à Deshaun Watson, Raphaël? Que leur défense essaye de faire un peu mieux parce que face à cette attaque sur le dernier match c'était quand même le gros problème de Houston, c'était sa défense, hein. Donc essayer de faire un peu mieux. Après, comme tu dis, hein, c'est face à une attaque de Green Bay qui était costaud jusqu'à la semaine dernière et la claque reçue face à Tampa Bay, mais du coup face à une défense bien plus forte de Tampa Bay. Donc là, on a quand même du mal à voir Rodgers et son attaque se faire avoir 2 semaines de suite. Donc je vais y aller sur Green Bay. Je pense qu'il va y avoir un réveil offensif côté Green Bay et que de toute façon, Houston n'est pas capable de bloquer ça en défense à l'heure actuelle. J'ai pas cherché les stats de Rodgers qui perd 2 fois de suite, mais c'est le genre de mec qui aime pas trop perdre. Donc à mon avis, il va se reprendre. Oui, on n'a pas. Les Browns à 4 victoires et 2 défaites chez les Bengals à 1 victoire, 4 défaites et 1 nul. Alors, je vais être obligé de prendre je spoil tout de suite parce que ça va orienter la discussion. Je vais être obligé de prendre les Bengals parce qu'à un moment, il faut bien que je prenne des risques vu que je me fais avoir chaque semaine dans les pronos. Je sais pas si prendre des risques sur les Bengals, c'est la bonne. Mais bon, je te laisse. Qu'est-ce qui te... Non, mais pour l'instant, dans tous les matchs qu'on a fait, c'est pas comme si j'avais eu le choix, quoi. Je vais pas prendre les Jets. Ouais, mais est-ce que tu n'aurais pas dû prendre le risque Titans sur les Titans, par exemple? Les Titans, c'est quand même une équipe un peu plus intéressante sur laquelle miser que. Alors, mais bon, ça te regarde, hein, ça te regarde. C'est tout à fait vrai. Je devrais apprendre de celui qui est devant moi dans le score, mais tant pis. En fait, les Bengals, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment proches à chaque fois, et c'est pas faux. Oui, honnêtement, c'est vrai. Il y a une vraie progression dans cette équipe-là. La semaine dernière, ils étaient encore pas loin. Est-ce que cette fois, ça peut passer dans un match de division avec des Browns qui viennent de prendre un petit coup derrière la tête face aux Steelers? Voilà, moi, c'est vraiment ça. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette équipe-là, sinon je le ferais pas. Hein. Mais les Bengals, je me dis, il y a peut-être moyen face aux Browns, en plus chez eux, rivalité de division et tout. Peut-être que ça peut marcher. Oui, non, mais après, en vrai, blague à part, là où je te rejoins sur le peut-être. Alors, c'est un peu compliqué parce que cette équipe de Cleveland, on ne sait pas très bien sur quel pied danser avec parce que. Elle est à 4 victoires, 2 défaites. Si en plus ces 2 défaites, tu vois que c'est contre les Ravens et les Steelers, c'est pas honteux de perdre contre ces 2 équipes-là à l'heure actuelle. Hein. Il y a quand même. Donc c'est vrai que si tu regardes ça, il y a quand même de quoi se dire. C'est quand même une équipe à 4 victoires. Elle est plus sérieuse, plus capée que les Bengals. Et ça va le faire. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu côté Browns, c'est Nick Chubb, leur coureur, ne sera pas revenu. On a vu que Baker Mayfield. Ça va pas très bien avec ses receveurs depuis déjà un petit moment. La défense, le backfield défensif de Cleveland n'a pas été bon. Là, il va quand même avoir quelques cibles. AJ Green, Higgins, Boyd. Voilà, il y a quand même des mecs à couvrir. Donc, moi, je peux entendre que les Bengals peuvent poser pas mal de soucis à Cleveland, hein, sincèrement, sur ce match. Et en plus, quand on voit l'état d'esprit côté Cleveland à l'heure actuelle, comme tu dis, la gifle prise face aux Steelers, c'est soit ils remontent très vite la pente, soit ils s'enfoncent, soit ils s'enfoncent dans le trou. On en parlait juste avant l'émission et Alain disait c'est pas l'attitude d'une équipe qui a 4 victoires et 2 défaites. Et je disais presque en rigolant, mais je crois pas que ce soit faux. C'est peut-être une équipe qui a pas l'habitude aussi d'avoir ces bilans positifs. Pendant très longtemps, les Browns, ça a été une équipe à 0 victoire ou 1 ou 2 dans chaque saison. Donc bon, peut-être qu'il y a aussi une mentalité de gagnant à prendre. Ouais, franchement, tu me fais presque, en parlant comme ça, tu me fais presque envie de prendre les Bengals. Mais je crois que je vais rester sur les Browns parce que je pense que Myles Garrett face à la ligne offensive des Bengals, ça peut être un peu un facteur et que ça peut mettre Burrow en difficulté. Donc, je vais rester sur les Browns. Mais bon, au moins, j'ai réussi. Ouais, plus on en parle, plus ton pari me semble pas si insensé. Bon, bah voilà, je pourrais toujours me vanter la semaine prochaine de dire oui, mais j'ai fait douter Raphaël. Lions de victoire, 3 défaites chez les Falcons à 1 victoire et 5 défaites. Bon, 2 équipes qui sortent d'une victoire, c'est vrai, mais qui sont très inconsistantes. Ah ouais, duel de Matt Stafford, Matt Ryan. Duel de coureurs aussi, Adrian Peterson versus Todd Gurley. Moi, je trouve ça sur le papier, c'est glamour. Et duel de, alors Julio Jones, on sait pas, versus Golladay. Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus le même niveau. Mais voilà, il y a beaucoup de difficultés à pronostiquer ce match de manière générale.
Et alors, moi, je vais tout de suite te donner mon seul argument que j'ai trouvé, c'est que c'est l'effet Ray Morris à Atlanta. Voilà. Alors qu'on est toujours un peu embourbé dans cette inconstance du côté des Lions. Il y a un truc qui a changé chez les Falcons. Alors peut-être. Ouais, non, c'est très dur à miser, surtout que c'est deux équipes qui ont l'habitude ces dernières saisons, même on l'a revu cette année, à souvent faire un bon démarrage de match et puis complètement s'écrouler dans les 2 derniers quarts-temps et perdre leur avantage. Un avantage de 28-3 par exemple. Voilà, on parle souvent des Falcons, mais les Lions, cette saison, ont déjà perdu 2 de leurs matchs perdus l'ont déjà été alors qu'ils avaient plus de 10 points d'avance. Enfin, voilà, c'est deux équipes quand même qui ont une habitude à faire le meilleur et le pire dans un même match. Donc ça aide pas les pronostics. Comme toi, je vais y aller sur les Falcons. J'ai envie de croire qu'il y a peut-être un rebond depuis le limogeage de Dan Quinn, mais c'est vraiment du 50-50 quoi. Ouais, non, c'est compliqué, mais à l'inverse, du coup, ça peut être un match sympa à regarder. Ouais. Seahawks Cardinals, 5 victoires, 0 défaites pour les Seahawks, 4 victoires, 2 défaites pour les Cardinals, dimanche à 21h05, je rappelle. On en a déjà parlé, on a tous les deux pris les Seahawks de mémoire. Ouais, c'est tout ça. À fait. Dimanche à 21h25, les Jaguars à 1 victoire et 5 défaites chez les Chargers à 1 victoire et 4 défaites. L'an dernier, les Chargers avaient gagné 45-10 à Jacksonville, je rappelle. Vu le marasme défensif des Jaguars, ça ressemble un peu à la victime parfaite pour relancer les Chargers, qui enchaînent les bonnes prestations. 4 défaites, mais toujours par 3 points, 7 points, 5 points et 3 points d'écart et 2 fois en prolongation. Raphaël, est-ce que c'est la meilleure équipe à 1-4 ? Je ne sais pas si c'est la meilleure équipe à 1-4, mais en tout cas, par contre, je pense que ça va être la première victoire de Justin Herbert. Là, je pense que c'est le moment d'aller la chercher, celle-là. Hein, parce il en a déjà une. Ah non, c'était… non, c'était Tyrod Taylor. C'était le tout premier match. Tyrod Taylor, saleté. Donc du coup, clairement, je pense que ça va être la première pour lui. Comme tu l'as dit, on a une équipe des Jaguars qui, depuis leur premier match de la saison, ne fait que s'écrouler match après match. Ouais. Tout est moins bon. Ça a d'abord été la défense qui était de moins en moins bonne, puis là ça commence à être l'attaque qui est de moins en moins bonne, donc c'est très très compliqué pour Jacksonville. Et vu ce que montre l'attaque des Chargers depuis la prise de pouvoir de Justin le rookie, je vais aller avec les Chargers. Herbert, il a un rating à 107.2 qui est quand même solide. Alors il a fait que 4 matchs, non même 3 du coup, puisque 4. Moi j'aurais dit 4, mais ils en ont joué que 5. Et Tyrod Taylor en a pas démarré 2. Pour moi, il est remplacé au milieu du… Ah ouais, du coup, ça compte comme un… Tu vois, c'est ça le truc, ouais, je sais plus. Ouais, j'ai un doute, mais… Bon, mais bref, voilà. Effectivement, ça doit être l'équipe qui relance les Chargers. Sinon, la fin de saison va être très compliquée, malgré les bonnes performances d'Herbert. 49ers, 3 victoires, 3 défaites chez les Patriots, à 2 victoires et 3 défaites. Et ce sont les retrouvailles de Jimmy G avec New England. J'ai vérifié. Il n'a pas joué contre les Patriots depuis qu'il est arrivé chez les 49ers. Est-ce que dans un coin de sa tête, ça joue, en bien comme en mal d'ailleurs? Peut-être qu'il veut absolument les battre, ou alors il a peur de son ancien mentor Belichick, je ne sais pas. Ouais, je pense que ça doit jouer un petit peu, forcément. Alors, même si je suis pas sûr qu'ils puissent reprocher aux Patriots de l'avoir échangé, sachant que le mec était derrière Tom Brady. Donc, voilà. Est-ce que tu peux en vouloir à ton équipe de préférer Tom Brady à toi? Je crois pas que ce soit vraiment possible. Je pense pas. Donc, bon, je suis pas sûr qu'il arrive avec un esprit de revanche, mais après, oui, forcément, il y a peut-être le côté quand même battre une partie de ses anciens partenaires. Bon, montrer que c'était un bon quarterback, peut-être qu'il y a ce côté-là un peu. Parce qu'il y a quand même quelques anciens, en tout cas qu'il a connus, Edelman notamment. Est-ce que Gilmore y était déjà, peut-être? En défense, il doit y avoir quelques mecs qu'il a déjà croisés. Donc, bon, voilà, c'est toujours un peu de storytelling, on aime bien ça. Côté Patriots, en revanche, on a vu que Newton n'est pas la solution à tous les problèmes de New England. Hein. La semaine dernière, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Non. Et finalement, est-ce qu'on déchante? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais ça ne se passe pas si bien que prévu. Ouais, je sais pas si ça se passe pas si bien que prévu. Beaucoup prévoyaient que ça se passerait pas bien de toute manière. Donc, je pense qu'on est on est un peu dans un entre-deux. On n'est pas encore tout à fait au milieu de saison. Il y a eu 2-3 bons matchs, 2 plus compliqués. Le dernier arrive quand même après 2 semaines sans s'entraîner pour Covid et une ligne offensive remaniée. Là, les Patriots récupèrent beaucoup de joueurs. Andrews sur la ligne offensive, Beau Allen en défense. Donc voilà, ça peut être serré. Hein. On a 2 belles défenses à mon sens face à 2 attaques qui patinent un peu.
Ce qui est paradoxal avec les Niners, c'est qu'ils viennent de battre les Rams, face auxquels on les voyait perdants, et avant, ils avaient pris une claque face aux Dolphins. Donc, on ne sait pas trop les situer. Ouais, oui, on ne sait pas trop les situer parce qu'il y a tellement de blessures aussi. Eux, ils doivent s'adapter à beaucoup de blessures et à reprendre le rythme. Un Garoppolo qui avait raté les 2 derniers, enfin, qui là est revenu face aux Dolphins, mais qui a été sorti tellement parce que ça allait pas vraiment bien et qui est vraiment revenu face aux Rams, ça allait un peu mieux, même s'il a été bien aidé par son coaching, son coaching, et que lui en soi, je trouve, n'a pas montré grand-chose. Donc oui, on a une équipe des 49ers un peu dure à juger, effectivement. Ouais, je te rejoins. Moi, je vais prendre les Patriots parce que j'aime pas pronostiquer contre eux, mais c'est dur à pronostiquer aussi celui-là. Ouais, je crois que dans notre fichier de prono, j'avais mis les 49ers, mais je me demande si je vais pas changer et prendre les Patriots en fait. On a dit que le podcast faisait foi. Le podcast faisant foi. Bon, allez, je vais partir sur les Patriots en fait. Allez, c'est vendu. Patriots pour Raphaël et pour moi. Les Chiefs, 4 victoires et 1 défaite face aux Broncos à 2 victoires et 3 défaites. On a beaucoup parlé des Chiefs en début d'émission. Que peuvent espérer faire les Broncos face à cette armada offensive? Est-ce que marquer autant de points face à la défense plutôt permissive des Chiefs, c'est jouable même pour on va dire cette jeune attaque des Broncos? Ça va être compliqué. Hein. La semaine dernière, ils sont bien revenus de leur bye week en faisant un match solide, en tout cas défensivement face aux Patriots. Après là, le test défensif est bien plus important parce que l'attaque des Chiefs est quand même bien au-dessus de celle des Patriots à l'heure actuelle. Donc je pense qu'ils peuvent pas battre les Chiefs en ne marquant que des field goals comme la semaine dernière. Donc ça veut dire que Drew Lock va devoir se surpasser. Il revient de blessure. C'était pas facile la semaine dernière. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple cette semaine. Donc je vois pas vraiment Kansas perdre. Donc les Chiefs. Ouais, pareil pour moi. Mais kudos aux Broncos pour cette petite preuve de force quand même la semaine dernière. Buccaneers 4 victoires, 2 défaites chez les Raiders à 3 victoires et 2 défaites dans la nuit de dimanche à lundi à 1h20 du matin donc. Et ce sont les retrouvailles de Tom Brady et John Gruden. Cette fois-ci, c'est Brady qui est chez les Buccaneers et Gruden qui est ailleurs. Puisque je crois que c'est la 3e fois que eux deux se jouent seulement. Ça me paraît peu, mais bon, voilà. En tout cas, ils s'étaient rencontrés l'année en 2002, donc avant que Gruden aille au Super Bowl avec les Buccaneers. Ça a mis du temps à démarrer pour Tampa, mais la défense et l'attaque ont l'air d'être top maintenant. Moi, je trouve que c'est limite injuste. Bon, c'est pas leur faute, mais c'est comme ça pour les Raiders qui sortent d'une victoire face à Kansas City avec beaucoup de démonstrations. Et derrière bye week, ça coupe peut-être un peu leur dynamique. Ouais, je sais pas. C'est toujours un peu compliqué là. C'est surtout ces bye week, je trouve, qui arrivent assez tôt dans la saison, semaine 6. Elle est toujours un peu dure. Je sais pas si ça va couper leur dynamique. Comme tu l'as dit, ils ont été solides face aux Chiefs. Pardon, je perds mes mots. Il y a beaucoup d'équipes, c'est pour ça. Oui, non, je sais pas pourquoi ça me perturbe un peu cette histoire de Raiders. Oui, alors attends, pardon, je reprends mes mots. Donc effectivement, ça coupe peut-être leur dynamique et le bon match qu'ils ont fait face aux Chiefs avant cette bye week. Après, le problème là, c'est qu'ils tombent quand même face à une équipe de Tampa Bay qui sort d'une très très grosse prestation, notamment défensive, face à Aaron Rodgers. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir comment cette attaque d'Oakland pourrait à son tour ne pas être piégée par la défense des Buccaneers et comment Derek Carr pourrait faire mieux qu'Aaron Rodgers face à cette défense. Je pense une des idées, ça pourrait être d'insister un peu plus au sol, de donner plus de ballons à Josh Jacobs, ce que les Packers n'ont pas fait, mais face aux Buccaneers. Mais bon, voilà, j'ai du mal à voir cette attaque d'Oakland déstabiliser totalement Tampa Bay. Je suis désolé de t'avoir rappelé que les Raiders avaient battu les Chiefs. Je sais que c'était un moment difficile pour tout le monde. Manifestement, je sens que ça t'a troublé. Voilà, moi je vais prendre les Buccaneers aussi. Je suis assez d'accord avec toi. La défense a vraiment l'air d'être au top. Et dans la mesure où ils ont bien contenu un Aaron Rodgers qui était pourtant au sommet de sa forme depuis le début de la saison,
quand bien même j'ai reconnu que les Raiders pouvaient faire mieux que ce que j'imaginais avec Derek Carr, je pense que ça va être juste, donc je prends les Buccaneers aussi. Et enfin… Par contre, je crois que j'ai passé 3 minutes à dire les Oakland Raiders, mais ils sont bien à Las Vegas depuis quelques semaines. Tu vois, ça m'a même plus choqué, malheureusement, c'est le problème. Mais on parlera peut-être dans une prochaine émission du fait de changer de ville et de nom. Et enfin, dans la nuit de lundi à mardi à 1h15 du matin, les Bears à 5 victoires et 1 défaite chez les Rams à 4 victoires et 2 défaites. S'il vous plaît, les Rams, s'il vous plaît, arrêtez de faire passer les Bears pour une bonne équipe, ça m'énerve. Il y a un duel à distance qui est sympa entre Khalil Mack et Aaron Donald, qui sont quand même 3 des 4 derniers défenseurs de l'année. En l'occurrence, 2016, c'était Mack, et 2017 et 2018, c'était Aaron Donald. Il y a quand même… Alors, voilà, je dis que les Bears sont une mauvaise équipe, il y a quand même des choses qui vont dans leur sens. En l'occurrence, c'est la meilleure défense dans la red zone de toute la ligue, puisqu'ils prennent que 36,4% de touchdown quand les équipes adverses sont dans la red zone, dans les 20 derniers yards. Mais en face, et alors ça je découvre, pour moi c'était pas aussi évident, mais très fort, Jared Goff dans les derniers quarts-temps, 141.1 d'évaluation. C'est monsieur fin de match, quoi. Donc voilà, il y a des trucs qui vont dans les deux sens. Bon, je prends les Rams, hein, mais voilà, attention. Ouais, je t'ai trouvé un peu dur avec les Bears parce que c'est pas une bonne équipe offensive, mais défensivement, c'en est une très bonne pour le coup. Ils ont vraiment des armes défensives. Moi, je trouve qu'ils ont les armes défensives pour mettre en panique Jared Goff et le faire un peu hésiter tout le match. Après, de l'autre côté aussi, la défense des Rams pour embêter Nick Foles qu'on a vu un peu ronronnant, j'ai envie de dire, un peu hésitant. Oui, ça n'a jamais été un exceptionnel quarterback. Non, c'est clairement. Donc, je vais aller avec Los Angeles aussi, mais je pense que le match est plus serré qu'on ne veut bien le croire. Ah ouais, ok. Bon, mais voilà, encore une fois, je peux paraître très critique envers les Bears. C'est juste que cette attaque me fait pleurer de tristesse. Mais bon. Mais déjà, au moins, c'est plus Mitch Trubisky, donc on progresse. Au repos, Minnesota Vikings, Miami Dolphins, Indianapolis Colts et Baltimore Ravens. Voilà pour les pronostics de la semaine 7. Du coup, attends, je suis perdu. Oui, c'est 7. C'est 7. On enchaîne avec vos questions. Quel plaisir ce générique. Je reprends vos questions. Où sont-elles? Elles sont là. Raphaël, beaucoup de questions. Alors, on y va, on se lance. Tout d'abord, Laurent T75. Bonjour. Il me semble que plus d'extra points sont ratés depuis le début de la saison. Pas trouvé l'info des stats. Est-ce juste une impression visuelle sur les matchs diffusés ou une réalité avec des tireurs moins bons? J'ai pas trouvé la stat, mais j'ai peut-être un élément d'explication. C'est que les Chiefs sont à moins de 80% d'extra points réussis, ce qui est très très mauvais. Et peut-être qu'on voit beaucoup les Chiefs et que du coup ça nous choque plus. Ouais, je sais pas, faudrait. Alors, si la personne pour les stats, ce qu'elle peut regarder, la stat, tu la retrouves sur le site Pro Football Référence notamment. Tu as la stat des extra points ratés, donc ça se trouve assez facilement. Et moi, je m'étais amusé à regarder. Sache qu'après 3 semaines, les kickers étaient meilleurs que l'an dernier. Le pourcentage de réussite à l'extra point au field goal après 3 semaines. Donc là, il faudrait que je m'amuse à refaire après 6 semaines. Mais je suis pas certain qu'il y ait plus d'extra points ratés. Faudrait qu'on trouve la stat, mais… De toute façon, c'est tellement rare qu'il suffit qu'il y en ait 2-3 ratés dans la même soirée. Pour faut faire attention aux biais de perception comme ça. Ouais. Question de J-Football. Pourquoi la règle des prolongations n'est pas modifiée? C'est une très bonne question. Mais c'est pas nous qui décidons. Hein, donc, bon. Ouais, non, on décide pas. Puis alors, moi, je crois que ça fait 10 ans. Oui, à chaque fois. Redis-le, Raphaël. Tous les ans, je vais répéter mon avis. Hein, c'est pas grave. C'est aussi ça quand tu fais un podcast tous les ans. Mais moi, j'ai aucun souci avec cette règle en prolongation. Donc, personnellement, Très bien. Elway 75. Ryan Tannehill, 113.5 de rating, 3 comebacks en 2020. N'est-il pas le meilleur exemple qu'un quarterback mal entouré, même premier tour de draft, ne réussira jamais dans une équipe, entre guillemets bourbier, tel qu'il le fut à Miami, alors que Daniel Jones, Dwayne Haskins, Sam Darnold, à l'inverse, ne sont pas réellement mauvais, ils sont juste victimes d'un mauvais entourage. Alors, moi je répondrai un peu au milieu, ça le prouve en partie dans le sens que un quarterback moyen bon peut être tiré vers le bas par un effectif
mauvais et surtout par un coaching, parce que j'ai l'impression que le plus gros problème a été même le coaching pour Ryan Tannehill. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'a pas été aidé par Adam Gaze, étonnamment. Tiens, Adam Gaze. Ouais, c'est étonnant. Hein. Il y a des noms qui reviennent comme ça. Jeff Fisher, Adam Gaze. Pardon. Donc, je pense qu'effectivement, ça aide pas. Maintenant, je crois pas non plus que tu transformes un joueur moyen plus en fantastique quarterback juste en l'entourant bien. Je pense que tu es entre les deux. Donc, il faut un bon coaching pour tirer le meilleur d'un quarterback, mais je pense pas que ça puisse suffire. Je pense pas que certains quarterbacks qu'on a toujours considérés comme mauvais auraient eu une carrière totalement différente ailleurs, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 3 catégories de quarterbacks, les mauvais, les bons et les qui dépendent un peu d'autour d'eux, quoi. Oui, je pense que ça veut pas dire que Daniel Jones dans une très bonne équipe il serait meilleur aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas l'impression qu'il me rend, quoi. Oui, surtout que par exemple, si tu prends Daniel Jones, son plus gros problème c'est les pertes de balles et les fumbles qu'il provoque tout seul sous pression. C'est pas parce que, à New England, ça serait pareil. En fait, il perdrait de la même manière le ballon. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça l'explique aussi forcément. Ouais. The Manant qui nous dit Hello la team TDA, qui pour vous est le joueur le plus entre guillemets sneaky, celui qui fait le plus de coups bas, qui ne se fait jamais prendre ou très peu, celui qui marche sur la fine ligne du taunting. Merci. Et je ne sais pas, j'avoue que pour moi j'ai pas d'exemple de mec qui soit un peu le Sergio Ramos de la NFL, pour reprendre un exemple qui parlera peut-être aux footeux. Je sais pas, parce qu'en NFL c'est dur, il y a des joueurs un peu sales, mauvais, mais ils se font tout le temps épingler. Oui, on le sait. Voilà, comme on a du mal à… Par exemple, on l'embrasse. Hein. Non mais ouais, en NFL c'est plus dur quand même, un joueur qui passerait sous les radars complets des petits coups. Ou alors qui serait passé pour un gentil, mais qui sur le terrain serait un peu un petit taquineur, quoi. Ouais, je sais pas. Regarder, ça, ouais, Dites-le nous dans les réponses à ce podcast, ça nous intéresse. Question de Anandel qui nous dit petite question de science-fiction sur la meilleure division de la ligue NFCS. J'aime bien cette question, elle me fait marrer. Si on créait une seule équipe en fusionnant les 4 de la division, réussirait-elle à avoir un bilan équilibré ou mieux? Et surtout la fusion permettrait d'avoir une équipe meilleure, mais donc plus possible de gonfler son bilan en jouant contre les autres équipes de la NFCS. Donc voilà, est-ce que si on avait une giga team NFCS à la place de 4 teams nuls, est-ce que cette équipe serait forte? Quand même, ouais. Là, je comprends, faut taper sur la NFCS, mais quand même, c'est rigolo. Si tu prends les meilleurs talents de chacune des équipes pour les mettre ensemble, ça va quand même gagner quelques matchs. Tu mets Zeke Elliott, Chase Young, Dak Prescott, Carson Wentz, pardon. Non mais oui, il y a de quoi faire. Oui, heureusement. 4 équipes NFL, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Très bonne question de la cage aux Falls, Nick Foles. Est-ce que Alain peut nous donner la liste des joueurs qu'il a dans sa fantasy football, qu'on sache quelle équipe il jinx? Alain, puisque tu es là, est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Je peux. Alors attends, laisse-moi juste une seconde parce que je suis devant un écran, donc je peux y accéder parce que je ne les ai pas tous en mémoire. Mais de mémoire, j'ai Tom Brady en quarterback, j'ai Ezekiel Elliott qui a été bon la semaine dernière. Ouais, mais t'as fixé son quarterback. Alors, j'ai Ezekiel Elliott, Attends, je suis en train d'essayer d'accéder à mon équipe, comme ça je pourrais faire mon line-up de la semaine. Joe Mixon, Robert Woods, Michael Gallup, Travis Kelce, Julian Edelman, Philip Rivers, Malcolm Brown, Joshua Kelley, Marquise Brown, Deontay Johnson, Devontae Parker, Harrison Butker, kicker, et la défense des Chiefs. Mais on se joue cette semaine en plus. Oui, je crois qu'on s'affronte. Butker kicker, il t'a pas fait que du bien récemment, j'ai l'impression. Il n'y a pas grand monde qui m'a fait du bien ces dernières semaines. Ouais, c'est ça. Travis Kelce, non? Oui, en fait, c'est un peu une semaine sur deux, quoi. Ouais. Il y a une semaine où ils marchent tous et une semaine où ils merdent. C'est le jeu de la fantasy, bien sûr. Attends, je regarde les stats de Kelce là quand même, ça va. Raphaël, il est en train de faire du mind game. Attends, il fait d'un truc incroyable. Il fait la fine bouche. Sa moins bonne performance, c'est 10 points. Sinon, c'est 14, 24, 17, 24, 21. Oui, c'est un de mes réguliers. Il a 112 points sur la saison, donc je vais pas me plaindre. Il a 5 touchdowns. Je crois que c'est mon plus gros marqueur de touchdown. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Bon, voilà. Donc, merci la cage aux Falls pour cette question. Merci Alain pour les précisions. Et du coup, on a hâte de savoir mardi qui va gagner entre vous deux. Question G en bleu. Question à
analyser avec toute la rédac. Peut-être que les réponses peuvent être lors de l'émission prochaine. Et c'est une question sympa. Donc, Raph, toi et moi, on va la faire. Mais effectivement, ça peut être cool si on le fait tous. En 10 ans de podcast, quelle est l'équipe qui, pour vous, a évolué le plus positivement en termes d'image et de résultats, régressé le plus en termes d'image et de résultats, et enfin, vous a le plus étonné sur les 10 années du podcast? La question 1, pour moi, elle est assez facile. Moi, je dirais les Browns, honnêtement, même si c'est pas encore reluisant au possible, mais qui a le plus évolué positivement. Non, sur 10 ans. Bah ouais. Ils sortent de deux saisons, il y a encore 3 ans, ils sortent d'une saison à 0-16. Non, attends, je suis pas. Non. Bah oui, c'est pour ça. Non. Pour moi, il y a 8 ans de catastrophe et depuis, c'est. Ça peut pas. Enfin, okay, c'est beaucoup mieux relativement par rapport à ce qu'il y avait. Alors vas-y, non, tu dis. Alors j'écoute ta réponse. Et moi, je pense que c'est les Chiefs. C'est lequel plus progressé. Il y a 10 ans, les Chiefs, on n'en parlait pas. Ils sortaient d'une 3e place en AFC West. Et 10 ans après, ils sont champions avec Patrick Mahomes. C'est devenu une équipe hyper flashy que tout le monde veut regarder. Il y a 10 ans, on parlait pas des Chiefs, sincèrement. Je vais regarder leur bilan d'il y a 10 ans. On va regarder. Pour moi, c'est les Chiefs. Franchement, l'équipe. On va regarder Raphaël Masmejean. Et après, en deuxième, j'aurais mis. À l'inverse, celle qui chute le plus, tu mettrais. Pardon, tu veux mettre une deuxième dans celle qu'on en deuxième pour compléter, on va dire le truc. J'aurais mis Bills ou Seahawks, qui ont bien fini la décennie. Seahawks, ça fait un moment quand même. Je veux dire, en 2013, ils jouent un Super Oui, mais Bowl. Raoul, la décennie, c'est toute. Enfin, tu oublies le début de la décennie, j'ai l'impression. Avant, si tu replonges avant la draft de Russell Wilson, donc 2013, 2012, ils avaient enchaîné 2-3 saisons sans qualif en playoff, à 6 victoires. Enfin, c'était pas. Ouais, mais alors attends, là tu me reprends sur les mots, mais 2 saisons mauvaises puis 8 saisons bonnes. Je ne crois pas que ce soit la progression la plus constante et incroyable. Non, mais voilà, je suis d'accord avec toi. Ce que tu veux dire. À l'inverse, les Bills, là, je veux bien te rejoindre. Les Bills, je trouve qu'il y a une vraie progression sur les dernières années. On sent que ça. Et je suis forcé de reconnaître que les Chiefs, c'est premier à AFC West en 2010, d'accord. Mais derrière, c'est quatrième, deuxième pas qualifié en playoff, deuxième. D'arrive. Et Andy Reid arrive, et là, c'est deuxième qualifié. Ils vont perdre face à New England en divisional round. Puis premier. Et à chaque fois, ça passe un palier supplémentaire. Moi, je trouve les Chiefs, c'est vraiment c'est à la fois l'équipe qui a le plus progressé sur la dernière décennie, et c'est la surprise parce qu'on ne le voyait pas forcément. Enfin, je sais pas. Après, ils étaient aussi un peu victimes de leur réputation, de leur médiatisation, mais c'était pas l'équipe qu'on voyait forcément progresser le plus dans la décennie, et on s'attendait à ça, quoi. Ouais. Non, mais ok, d'accord, très bien, tu m'as eu, je suis battu, je suis obligé de le reconnaître, les Chiefs. Et du coup, à l'inverse, alors celle qui nous a le plus étonné, faut que j'y réfléchisse un peu plus parce que je sais pas bien comment prendre la question. Mais à l'inverse, celle qui a le plus régressé, ça c'est dur. Pour moi, c'est les 2 équipes new-yorkaises. Ouais, ok. Oui, c'est vrai que les Jets, en plus, c'est des finales de conférence fin 2000. Si tu regardes les Giants, ils sont champions saison 2010-2011, et derrière, ça devient le néant. Les Jets, de mémoire, en 2010-2011, c'est finale AFC, et derrière. Ouais. Je pense que les 2 équipes de New York, c'est vraiment une décennie catastrophique, et même sur l'humiliation. Et puis c'est un marché gigantesque qui est avec beaucoup de fans. C'est des équipes qui parlent parce que en plus les Giants, c'est des équipes qui ont fait des Super Bowls dans les années 2000. Alors oui, il y a un titre pour les Giants en 2012 de mémoire. Mais... Non, c'est 2011. Hein. Ouais, 2011. Bon. Tu vois, en plus c'est vraiment au début de la décennie, donc ils commencent la décennie presque avec un titre, et derrière c'est. Ouais. Et ok, ça me va. Les 2 équipes de New York, on va partir là-dessus. Mais oui, bonne question. Tiens, je reposerai la question dans le chat interne. Question de Uber Hawks. Lamar Jackson a avoué avoir fait son Neymar sur une poussette défensive en bordure de terrain pour gagner 15 yards de pénalité. Aujourd'hui, un QB mobile a juste à se mettre sur le bord et à pousser les défenseurs à la faute. La question derrière, c'est est-ce que les gros scores de cette année ne sont pas plus finalement la conséquence des nouvelles règles où on protège beaucoup les quarterbacks, peut-être au prix un peu de l'agressivité des défenseurs, et qui font que du coup, c'est ça qui explique les gros scores offensifs. Je ne suis pas forcément sûr, mais c'est un élément de réflexion. Oui, les règles un peu anti-défense où on protège un peu plus les joueurs des coups, des plaquages à retardement, des plaquages dans le dos. Forcément, ça a un peu favorisé la défense. Après, j'ai pas tant le sentiment que ce soit particulièrement les règles en faveur des quarterbacks qui ont changé la donne, parce que là, l'exemple qu'il donne, c'est pas non. Enfin,
je le trouve un peu caricatural, comme quoi le quarterback a juste à attendre sur le bord de touche et de se faire pousser pour avoir une pénalité. Je pense qu'il a quand même plus mis en difficulté les défenseurs, c'est quand même sur les passes, les interférences de passes, les contacts illégaux, tout ça qui sont devenus bien plus compliqués à gérer pour les défenseurs. Donc je vois plus sur ces règles-là que celles propres au quarterback qui me semblent pas tellement impactantes. Mais c'est un élément de réflexion. Question de Lubistory concernant les Rams. Pensez-vous que parmi leurs running back tight end receveurs, il y a une superstar ou c'est des joueurs bons mais jamais top 5 de la ligue? C'est pas complètement faux. C'est vrai que c'est beaucoup de bons joueurs, mais il n'y en a pas forcément un qui explose et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça marche bien. Après, c'est toujours pareil dans ces classements-là. Est-ce que si tu n'es pas top 5, ça veut dire que tu es juste bon? Je crois pas non plus, tu vois. Enfin, je pense que tu peux être le 15e meilleur receveur de la ligue et être très bon, en fait. Et pour moi, Robert Woods et Cooper Kupp sont effectivement pas des top 5, mais pour moi, c'est plus que des bons receveurs. C'est des très bons receveurs. Ils sont dans un groupe des 20-30 meilleurs receveurs de la ligue. Donc, à mon sens, c'est déjà des très bons joueurs et je pense que c'est suffisant pour gagner. Je crois pas que tu aies besoin d'avoir un tight end top 5, un receveur top 5 pour aller l'emporter. Enfin, on l'a vu, les Eagles, notamment l'année au Super Bowl où ils battent les Patriots. Les Eagles gagnent 100 receveurs top 10, 100 tight end top 10, 100 quarterback top 10. Enfin, ils gagnent en mettant plus de 40 points aux Patriots. Donc, je pense que c'est pas suffisant. Enfin, ça peut pas suffire. Ouais. Et puis voilà, tu l'as dit, il y a 32 équipes certes, donc être top 5 c'est très bien, mais il y a plusieurs joueurs dans des équipes qui peuvent être top 5, donc ça veut pas dire que si dans le top 10 ou top 15 à ton poste dans toute la NFL, c'est quand même un très bon joueur. Bah, c'est ça, je pense qu'à partir du moment où tu es un excellent numéro 1 dans ton équipe, tu n'es peut-être pas dans le top 5 de la ligue, mais tu es un très bon joueur parce que… Alors, une question de Kiki.Stardust qui nous demande un peu notre bilan de mi-saison sur les rookies surprises, les buzz et tout. On va faire une émission, je pense, la semaine prochaine ou celle d'après sur la mi-saison. Donc, on y répondra à ce moment-là. Tony Gonzalito, tiens, c'est bien que tu sois avec moi parce que tu vas pouvoir y répondre aussi. Il y avait une époque pas si lointaine où on pouvait interviewer les joueurs à Londres et au Super Bowl. Quel joueur vous a le plus impressionné physiquement et à l'inverse, lequel avait le moins la dégaine d'un joueur NFL tant au niveau physique que vestimentaire? Par exemple, Cole Beasley. Alors, je me souviens pas de Cole Beasley en vrai, mais toi, Raphaël, j'ai un souvenir de toi et moi dans le vestiaire de Londres avec Jason Pierre-Paul qui est passé. Et en fait, les vestiaires étaient pas très larges. Et quand il est passé, il prenait vraiment toute la place. Et j'ai cru qu'on allait mourir écrasé. Jason Pierre-Paul, j'avoue, c'est un de mes… Lui et le left tackle des Cowboys, Tyron Smith, pour moi, c'est les deux plus impressionnants que j'ai vu. Tyron Smith, mais c'était un Golgoth, quoi. Et en plus, Pierre-Paul, il avait ses doigts, carbonisés, là. C'était terrible, cette image. J'ai eu trop peur. Non, c'est vrai que Pierre-Paul, il était pas mal. Ouais, moi, j'aurais dit Pierre-Paul ou Tyron Smith, c'est les deux plus impressionnants que j'ai vus dans un vestiaire, clairement. Question de… Alors pareil, Darnold Denwilly qui nous dit le tanking n'existe pas en NFL, comment appeler ce que font les Jets? Plus sérieusement, pensez-vous qu'ils devraient partir d'une page blanche l'an prochain, Trevor Lawrence plus nouveau coach, ou continuer avec Darnold et chercher des cibles? C'est une question aussi qu'on aura dans un prochain podcast. On va parler peut-être de l'avenir de Trevor Lawrence, donc on en reparlera à ce moment-là. En revanche, il nous fait aussi des petits duels quarterback de légende un peu cramé ou quarterback candidat à l'échelle d'Alex Smith, et par exemple plutôt Jared Goff ou Philip Rivers, Raphaël? À l'heure actuelle, Jared Goff. Je suis obligé contractuellement de répondre Philip Rivers. Drew Brees ou Derek Carr? Drew Brees. Ouais, je vais prendre ça aussi. Et enfin, Tom Brady ou Jimmy Garoppolo? Tom Brady. Tom Brady. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais c'est des questions très longues à chaque fois, donc j'essaie d'en trouver des pas trop longues parce qu'on a déjà 1 heure d'émission et le boss me regarde. Question d'Alexandre 15. Pensez-vous que les Pats sont une attaque trop prévisible cette année avec Cam Newton en quarterback? Les voyez-vous remporter la division? Remporter la division, non, je pense pas. Je pense que les Bills vont avoir une petite marge dessus. Par contre, l'attaque, je pense, va progresser. C'est une nouvelle attaque, nouveau schéma. Il faut que ça se mette en place. On est à 5 semaines, réellement 5 matchs joués, sans pré-saison. Voilà, c'est un peu prévisible, mais faut juste trouver les bons schémas. Je pense que d'ici la fin de saison, déjà, l'attaque ressemblera plus à celle-ci. Donc, je crois en tout cas.
Allez, 3 petites dernières. Question de Jeff the One. Quel QB devrait partir à la retraite en cas de victoire au Super Bowl en février prochain? Alors là, il y a des exemples qui sont très drôles. Tom Brady, c'est le GOAT assuré. Drew Brees, trop c'est trop, il est cramé. Aaron Rodgers, de bague, c'est aussi bien que Manning et c'est mieux que Brees. Fitzpatrick, son dernier de Fitzmagic. Et enfin, Burrows ou Herbert, un quarterback rookie qui gagne un Super Bowl, c'est de l'inédit dans la NFL moderne. Bah, Brady et Brees partir après un Super Bowl, ça me semblerait pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Aaron Rodgers, je pense que même s'il gagne, il faudra continuer un peu. Oui. Fitzpatrick, il ne faut pas exagérer. Question de Chavalout. Jalen Hurts était utilisé sur un snap par-ci par-là avec Philly, souvent pour courir ou prendre 15-20 yards. Prépare-t-il un Taysom Hill made in Eagles? Non, je crois pas. Pour se rappeler, Lamar Jackson aussi est un peu utilisé comme ça à Baltimore sur sa saison rookie. 2-3 courses, il remplaçait Flacco sur des courses. Donc, je lui prédis pas forcément le même destin que Lamar Jackson, hein, mais je ne vois pas l'utiliser comme un Taysom Hill. Et enfin, dernière question de Grégoire. Compte tenu des derniers bons résultats des Dolphins, n'aurait-il pas mieux valu attendre encore un peu avant de starter Tua? Et oui, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai. Il restait en effet quelques bons matchs à Fitzmagic avant qu'il ne devienne Fitztragic. Raphaël, est-ce que c'est trop tôt avant la semaine de repos pour les Dolphins? Je ne sais pas si c'est trop tôt, mais en fait, je pense sincèrement que Miami a été bouleversé par son changement de calendrier puisque la bye week des Dolphins à l'origine devait être en semaine 11, qu'à cause du Covid, du déplacement du match, ils se retrouvent à l'avoir cette semaine. Et je pense sincèrement que les Dolphins avaient dans l'idée d'envoyer Tua en titulaire après la bye week et que ce changement de calendrier les a peut-être un peu précipités à revoir leur stratégie et donc à lancer Tua dans le grand bain. Effectivement. Je ne sais pas si c'est trop tôt. Ils sont en interne, ils le voient tous les jours. S'ils considèrent que c'est le moment, quoi. J'ai bugué parce que tu as dit de mettre Tua en titulaire. J'étais là, attends, moi, mais je vais pas jouer titulaire pour les Dolphins, ça va pas. Donc, effectivement, tu as Tagovailoa, bien sûr, que maintenant je sais dire, donc je suis content de le redire. Voilà pour les questions. Et voilà pour cet épisode 371 du podcast. Merci de nous avoir suivis. L'émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pour retrouver le site, c'est tdactu.com, @tdactu sur Twitter et sur Facebook, @touchdownactu sur Instagram, et on est aussi sur Twitter, en l'occurrence @raf_tda pour Raphaël et @raoulvdg pour moi. Toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site touchdownactu.com. Pour nous soutenir, vous le savez, c'est sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui y sont déjà. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Très bonne semaine de NFL à toutes et à tous. Rendez-vous du coup dimanche à 17h dans le fauteuil. L'heure change, je vous le rappelle. Des bisous et très bonne semaine. Salut. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.